Bonjour à toutes et à tous. On attend encore quelques petites secondes que les participants puissent se connecter puisqu'on avait convenu de démarrer à 10h30. Je leur laisse juste un petit peu de temps pour se connecter. Donc, bonjour, moi je suis Marine Priou, je suis responsable commerciale sur la partie des produits catalogues. Donc je m'occupe du service qui répond à toutes les demandes de prix. Et je suis aussi plus particulièrement responsable de la partie absorbant au niveau national. Et donc aujourd'hui, c'est le thème que nous allons aborder, hein. Nous allons parler donc des produits absorbants. Un petit sommaire. Donc, tout d'abord, nous verrons les différents risques amenés par les déversements accidentels de produits. Pourquoi est-ce qu'il faut donc les maîtriser? Comment fonctionnent les absorbants, donc pour la partie polypropylène et pour la partie granulée. On fera un petit comparatif des granulés par rapport aux absorbants polypro, savoir dans quel cas il est mieux d'utiliser l'un ou dans quel cas il est mieux d'utiliser l'autre. On fera une petite revue des produits par rapport à nos gammes, aux différentes formes et dans quel cas sont plus adaptés l'une ou l'autre. Et ensuite, on fera quelques préconisations produits. Et enfin, il y aura donc à la toute fin de ce webinaire une session questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà mettre quelques questions dans le chat. Madame Grémont va se charger de vous répondre. Et à la fin, je reprendrai celles qui ont été posées le plus souvent pour faire en sorte de vous répondre. Il faut savoir que vous recevrez également un email pour vous remercier de votre participation, auquel sera joint donc le replay de ce webinaire et également la présentation PowerPoint. Donc, les types de risques en cas de déversement accidentel. Tout d'abord, vous avez des risques corporels. Il y a en premier lieu le risque de chute quand on a un sol glissant. On peut bien évidemment tomber de plus dans des produits corrosifs ou inflammables, ou donc vous avez des risques de brûlure, d'inhalation de vapeurs nocives. Donc c'est pourquoi il faut réellement éviter que ce genre de produit se déverse sur le sol. Et vous avez de plus les risques environnementaux, puisque vous risquez de polluer les nappes phréatiques ou polluer le sol et également polluer l'air. Donc vous avez vraiment les risques corporels d'un côté, les risques environnementaux de l'autre. Et dans tous les cas, on ne peut pas se permettre de faire courir ce risque aux employés ou à l'environnement. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de maîtriser les risques corporels? Donc, le but, bien sûr, de garder une surface propre et sécurisée, hein, parce qu'on sait qu'il y a environ 70% en fait, des accidents se font au sol et que du coup, on imagine toujours que c'est quand on monte en haut d'une échelle qu'on risque de tomber, mais finalement, justement, au sol, on se méfie moins, on regarde pas forcément où on met les pieds, et donc c'est là le risque, en fait, hein, c'est de glisser et de donc, soit se brûler avec le produit, soit tomber contre quelque chose également qui pourrait créer une blessure importante. Donc, les absorbants, c'est pas spécifiquement comme les packs de rétention notamment. Il n'y a pas de loi en France qui vous oblige à avoir une certaine capacité d'absorbance. Ce n'est pas écrit quelque part noir sur blanc. Néanmoins, il existe donc le pollueur-payeur hein, qui existe depuis 72 en France et qui a ensuite été étendu à l'Europe en 1986 et qui dit donc que en fait, les frais de la dégradation de l'environnement, ils sont supportés par le pollueur. Et ça, il n'y a pas de limite de fin. C'est-à-dire pour ceux qui ont connu l'Erika, hein, quand ce pétrolier a fui au large de la Bretagne, et si aujourd'hui on retrouve encore des plages polluées et qu'on peut prouver que c'est lié à cette catastrophe, c'est toujours Total qui est responsable de payer les dépollutions. Donc pour ce type de groupe, ça induit pas forcément une fermeture, mais pour une petite entreprise proche d'un bras de fleuve ou de rivière, ça peut être catastrophique et ça peut amener à la fermeture du site. Donc là, il faut vraiment faire très attention à cela. Il y a également l'ISO 14001. Donc, beaucoup de sociétés maintenant hein, sont ISO 14001 et dedans, on va vous demander de réduire toute forme de pollution. Et donc, l'utilisation d'absorbants peut réduire vos pollutions donc en termes d'environnement et par rapport aux nappes phréatiques. Et enfin, vous avez l'Adréal hein, dans certains départements, notamment dans le 72, qui commence à imposer aussi donc ICPE, hein, les installations classées protection de l'environnement, un ratio entre le volume de produits stockés et le stock d'absorbants à avoir. Et dans tous les cas, lorsque vous avez une inspection, ça fait toujours plus sérieux, ça montre votre bonne volonté
d'avoir des absorbants à disposition, hein. Si on a une cuve de 10 millilitres d'un produit dangereux et qu'à côté on a un petit kit 10 litres posé par terre, ça montre pas forcément notre bonne volonté à gérer nos produits dangereux de façon raisonnée. Donc les absorbants sont vraiment là en fait, hein, pour sécuriser les zones, parce que forcément c'est pas quand votre IBC ou votre fût il est sur son bac de rétention qu'il va y avoir un problème. Par contre, dès lors on va essayer de le mouvoir, ce fût ou cet IBC, c'est là où il risque d'y avoir une problématique. Et si votre site n'est pas sur rétention, eh bien là, il peut y avoir du coup des conséquences assez importantes à ces déversements. Donc, on va commencer par voir qu'est-ce que c'est un absorbant. Donc, vous allez voir sur le marché, globalement, il y a trois types d'absorbants, les absorbants universels, les absorbants spéciaux et les absorbants hydrocarbures. Donc, en premier lieu, ça va être constitué de 100% de polypropylène. Donc, c'est un matériau plastique. Ce sont des petites billes de polypropylène qui vont être chauffées et qui vont passer dans des machines pour faire une espèce de toile d'araignée qu'on verra après. Et donc, pour avoir donc, ces trois gammes, donc, quand on n'a que 100% de polypropylène avec de l'eau, on obtient la gamme hydrocarbures. Donc, ce sont les absorbants blancs. Ces absorbants sont donc hydrophobes. Ils vont repousser l'eau. Donc, on va voir un petit peu après les applications. Vous avez les absorbants universels et les absorbants spéciaux. Donc là, ce sont exactement les mêmes absorbants, du polypropylène, de l'eau et un surfactant qui va en fait forcer le polypropylène à accepter l'eau. Donc du coup, on va contrarier un petit peu la nature du polypro pour lui demander d'accepter également les produits donc hydrophiles à base d'eau. Ce qui change, ça va être la coloration. Vous avez des gris et vous avez des jaunes. Et on verra après les applications qu'on peut amener grâce à ça. Donc, il faut savoir, et c'est extrêmement important, que la gamme hydrocarbures va flotter sur l'eau, donc parce que c'est moins dense que l'eau, et c'est ce qui va vous permettre de dépolluer, par exemple, un cours d'eau ou autre. Et donc, les couleurs, hein, comme je vous l'ai dit, c'est simplement l'ajout de colorant, hein, de granulés au granulé de polypropylène. Donc, comment fonctionnent les absorbants? Donc, c'est finalement par adsorption. Je pense que comme c'est un petit peu plus compliqué à dire, on est resté sur l'absorption. En réalité, l'adsorption, en fait, vous voyez, c'est la petite diapo de droite. Vous imaginez cette toile d'araignée, que sont les fibres de polypropylène. Le liquide va venir se mettre dans les espaces entre les fibres. Si on absorbe, on est dans les fibres. Nous, on fait de l'adsorption. Et vous voyez que du coup, forcément, la capacité va être plus importante puisqu'il y a plus d'espace entre les fibres. Et un absorbant, donc polypropylène, absorbe 12 à 25 fois leur masse en fonction du liquide. Pourquoi cet écart? Comme je vous ai expliqué juste avant, le polypropylène, lui, de nature, il est hydrophobe. Il repousse l'eau. Donc, dans le cas de l'huile, le polypropylène, il va absorber 25 fois son poids. Par contre, quand on le contrarie, excusez-moi, la diapo est passée toute seule. Hop. Quand on le contrarie pour qu'il accepte les liquides à base d'eau, on va n'absorber que 12 fois son poids. Que c'est déjà pas mal, hein. Mais voyez pourquoi on a cet écart. Et bien souvent, quand vous achetez des produits, hein, la valeur de référence, c'est l'huile. Donc c'est pour ça que vous pouvez constater parfois des écarts. Ça dépend le fabricant à quel liquide il va se référer. Donc c'est 12 à 25 fois sa masse. 12 plutôt pour les produits à base d'eau, hein, les produits hydrophiles, et 25 pour les produits hydrophobes. Donc, les granulés absorbants, vous en avez deux types. Vous avez les granulés donc minéraux. Ce sont ceux qui sont extraits de carrières, ils sont traités, puis après, ils vont être donc selon divers procédés industriels, hein. Donc, ça commence par la calcination. On va dépoussiérer et calibrer afin d'absorber tous les types de liquides. Et en moyenne, un granulé absorbant minéral, il absorbe à peu près 1,5 fois son poids. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus restreint que le polypro où on a dit entre 12 et 25 fois son poids. Et ensuite, vous avez les absorbants végétaux qui, eux, sont soumis à d'autres traitements industriels. Là, c'est plutôt broyage, déshydratation et inifugation. Évidemment, toujours du dépoussiérage pour enlever tout ce qui pourrait polluer l'absorbant. Donc, ces granulés végétaux, ils vont absorber tout type de liquide et également les hydrocarbures seuls. L'avantage des granulés donc végétaux, type à base de sur de bois, c'est qu'ils vont avoir un comportement anti-feu et du coup pour les produits donc inflammables, ça peut être une bonne solution. Et donc c'est pareil, là, en termes d'absorption, c'est en général 1,5 fois son poids en liquide, donc beaucoup plus faible que le polypro comme on a vu avant. Si on fait une petite comparaison rapide entre un absorbant polypro et les granulés.
Quand on regarde la capacité d'absorption, comme je vous ai dit, on est allé à 1 à 2 fois sa masse, puisque ça va dépendre entre une sépiolite, une atapulgite, une terre de diatomée, on varie entre 1 à 2 fois. Les absorbants polypro, entre 10, 12 à 25 fois sa masse. Donc là, en termes de capacité d'absorption, il n'y a pas de débat, hein, le polypro est bien plus absorbant. Sur des granulés, on va être plutôt en heure. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué précédemment qu'on va en fait déjà calciner les granulés, ce qui fait qu'on va déjà en fait, en faisant ce processus de calcination, les rendre un petit peu moins imperméables. Je suis désolée, il pleut énormément ici. J'espère que ça pollue pas le son. Donc du coup, absorption plutôt en heure. Pour les absorbants polypro, on va plutôt être sur en secondes, hein. Ça revient au sopalin, hein, de la maison, hein, qu'on a tous à l'essuie-tout. Là, vous posez la feuille et vous voyez, hop, tout de suite, on va absorber le liquide. Il n'y a pas besoin d'attendre. Au niveau du nettoyage, bah, le granulé, je vous ai dit, il faut absorber donc 1 à 2 fois sa masse. Donc, imaginons, vous avez 20 litres de déversement, hein, donc c'est pas grand-chose, c'est un bidon. Il va vous falloir entre 10 et 20 kilos de granulés, donc qui vont se charger, hein, du coup du poids du liquide. Donc, vous vous retrouvez avec entre 20 et 30 kilos de granulés à ramasser sur le sol à la pelle et à la balayette. Le polypropylène, hein, pour 20 litres, vous allez utiliser entre 15 et 20 feuilles. Donc, vous voyez, vous allez vous retrouver à juste ramasser 15 ou 20 feuilles. Du coup, là, on est beaucoup plus aisé en termes de nettoyage. Au niveau du coût total, pour les granulés, forcément, après, derrière, on a pris un petit exemple chiffré. Vous allez voir que c'est forcément important parce que même si la matière première, entre guillemets, le granulé, reste moins cher que le polypro, quand vous comptez les frais de retraitement et la quantité qu'il faut utiliser, on va se retrouver sur un coût total qui va être plus important. Et sur la résistance chimique, on va être limité. Pourquoi? Parce que on est soit à base d'un minéral, soit à base d'un végétal. Vous allez avoir des éléments constitutifs de ces minéraux qui vont pouvoir réagir avec le produit qu'on va vouloir absorber. C'est-à-dire que quand vous voulez utiliser un granulé, il faut bien réfléchir à quel granulé pour quel produit. Les absorbants polypro, on dit que c'est vaste parce que le seul risque en fait, comme le polypropylène, pardon, il est inerte chimiquement, ce qui veut dire qu'il ne réagit pas. Bah, la seule chose qui puisse vous arriver, c'est de prendre une feuille blanche d'hydrocarbures, de la mettre sur quelque chose à base d'eau et que ça ne fonctionne pas. Point, on s'arrête là. Par contre, le granulé, on peut avoir dégagement de température, chaleur, incendie. Donc, voilà. Les granulés, on peut créer un surincident. Le polypro, au pire, ça marche pas. Donc, voilà. On a vraiment deux dimensions différentes par rapport à ça. Et quand on parle de risque, donc les granulés, pourquoi risque pour la santé? Parce que quand vous déversez 20 kilos de granulés, forcément, on a de la poussière qui va émaner, hein, donc on en respire. Donc du coup, c'est pas safe pour la santé. Les absorbants polypro, bah, c'est des feuilles, hein, donc vous n'allez pas avoir d'émanation de poussière quand vous les utilisez. Et on considère en plus que c'est plus écologique parce que vous avez moins de 0,02% de résidus après incinération, contre à peu près 2% sur les granulés, puisqu'ils ont déjà été incinérés. Ce sont déjà des résidus après incinération. Donc forcément, quand vous allez vouloir les incinérer de nouveau pour éliminer les déchets, vous aurez plus de restes. Et donc, si je prends un exemple avec des coûts, vous allez voir que si vous avez un fût de 200 litres qui fuit, donc par rapport au granulé, on va utiliser environ 200 kilos. Donc, il faut y penser à l'opérateur, hein, qui va venir avec ses sacs et qui va déverser 200 kilos de granulé contre à peu près 10 paquets de feuilles absorbantes, hein. Donc, vous prenez 10 paquets, je vais y arriver, pardon. Non, vous prenez 200 feuilles, donc 200 feuilles. Vous allez utiliser donc moins de poids, hein, en matériaux absorbants, en polypro. Donc, on estime à 1 € le coût du granulé par kilo, 15 € pour le polypro. Vous avez les petits calculs, hein, de coût de retraitement, donc qui est identique, hein, puisque là, on est au poids. Vous allez vous rendre compte que finalement, pour venir à bout de 200 litres de fuite d'un produit polluant ou dangereux, ça va vous coûter 400 € avec les granulés contre 255 € avec le polypro. Mais bien souvent, quand on achète un produit, on est au moment de l'achat. Donc on se dit, ouf, les granulés, c'est moins cher, je vais partir sur du granulé. Sauf que derrière, il y a toute cette petite chaîne, donc il faut les porter, il faut les nettoyer, il faut les faire retraiter. Ça pèse lourd, la sécurité et puis aussi de mes employés, si je me trompe, si j'utilise pas les bons, et j'ai mal au dos parce que je porte des sacs, il faut que j'attende que ça absorbe les 200 litres. Donc, sur le papier, en intérieur en tout cas, on reviendra après un petit peu sur l'extérieur, mais en intérieur, choisissez le polypropylène.
Les granulés étaient utilisés précédemment, mais vraiment maintenant, le polypropylène est une solution bien plus écologique et économique pour vous en cas de déversement accidentel. Évidemment, dans un certain cadre, parlera de la densité des produits après, mais en tout cas, privilégier le polypropylène par rapport à ça. Donc, ça représente à peu près 34% d'économie. Donc, quand on parle de polypropylène, pardon, vous avez donc les trois gammes, hein, comme je disais, universel, hydrocarbure, spécial. L'universel, dans quel cas je l'utilise? Bah, elle est idéale pour tous les types de produits en intérieur, puisque je vous dis que ça fonctionnait aussi bien que de l'hydrocarbure, avec des acides, avec des bases. Donc, c'est polyvalent. Pourquoi c'est intéressant? Parce que imaginons que vous avez un petit peu de tout dans votre structure, un petit peu d'huile, un petit peu de soude, un petit peu de tensioactive, huile essentielle, un petit peu de tout. Vous savez pas vraiment ce qui peut fuir. Le jour où vous avez, imaginons, une grosse suite plutôt de produits hydrophiles et vous avez la moitié de votre stock, c'est des absorbants blancs pour les hydrocarbures et l'autre partie pour des absorbants gris, et ben ça se trouve, vous n'arriverez pas à faire face à votre pollution parce qu'il va vous manquer des absorbants gris. L'absorbant gris fonctionne pour tout. Donc, vous avez tout intérêt à avoir de l'absorbant universel. Ça vous permet de ne pas, en fait, gâcher d'absorbant ou d'en acheter trop, d'en stocker trop, même s'il n'y a pas de date de péremption. Au moins, il n'y a pas de question à se poser. Peu importe le produit qui suit, vous pouvez faire face avec les absorbants gris. Euh, les absorbants, donc hydrocarbures, idéal en extérieur, il pleut, vous avez un déversement de flexible hydraulique, un camion qui vient, flexible hydraulique qui lâche, on vient vous livrer la station essence, on vient vous livrer du gasoil ou autre. Ben, le jour où il pleut, du coup, vous pouvez ne récupérer que la pollution. Donc, vous faites évidemment des économies en termes d'absorbants. Et ça vous permet également de dépolluer les bassins, les rivières, les cours d'eau. Euh, en ne récupérant uniquement que la pollution. Alors attention, par contre, dans ce cas-là, en fait, il faut bien s'assurer que l'eau n'ait pas été non plus polluée avec des détergents. Parce qu'en fait, s'il y a des détergents dans l'eau, ça va modifier la structure du polypropylène. En fait, ça reprend le procédé qu'on a au début quand on fabrique des feuilles universelles. Je vous ai dit, on rajoute un produit au polypropylène pour qu'il accepte aussi les produits à base d'eau. Donc là, si vous avez des détergents dans votre eau qui va être souillée après d'hydrocarbures, malheureusement, en fait, le détergent va forcer l'eau à accepter absolument toutes les pollutions et du coup, là, vous ne pourrez plus dépolluer. Donc, ça peut être une cause d'échec, entre guillemets, de dépollution d'eau des hydrocarbures si elles ont été précédemment également contaminées par du détergent. Donc là, il faut faire attention à ça. Et ensuite, vous avez la dernière gamme spéciale. Donc, moi, je vous ai dit, en toute honnêteté, c'est exactement les mêmes produits que les universels. Elles acceptent tout type de liquide. Par contre, ce qui est très bien avec ces feuilles-là, c'est que quand vous êtes dans le cas où je vous ai dit au début, vous avez un petit peu tous les risques dans l'entreprise, vous ne savez pas quel produit a pu fuir. L'avantage d'avoir des feuilles jaunes, c'est la consigne, c'est s'il y a une fuite non identifiée, vous posez des absorbants jaunes et dans ce cas-là, l'opérateur, vous pouvez écrire un protocole bien particulier en disant attention, si c'est de l'absorbant jaune qui est au sol, on n'y touche pas, on prévient telle personne. Vous rédigez un protocole bien spécifique par rapport à ce cas où c'est une fuite non identifiée, par exemple. Donc, le jaune, c'est le jaune sécurité. C'est comme pour les armoires de sécurité coupe-feu. Ça a vraiment pour but d'attirer la vigilance de l'opérateur. Donc, ça permet de gérer, ou alors, par exemple, vous avez de l'acide fluorhydrique, ce genre de produit vraiment extrêmement dangereux, et vous voulez le gérer différemment. C'est très bien pour ça. Si on rentre un petit peu plus dans le détail des qualités de produits, vous avez trois gammes, donc l'économie single, double et triple. L'économie single, ça va être simplement une feuille de polypropylène pur, donc qui va vous permettre donc de faire de l'absorption. Ensuite, vous avez l'économie double où sur une des deux faces, on va avoir une protection anti-pelucheuse et le triple où vous avez de l'anti-pelucheux de chaque côté. Pourquoi l'anti-pelucheux? Bah parce que je vous ai montré, le polypro, c'est une espèce de petite toile d'araignée, on comprime tout ça et ça vous donne une feuille absorbante. Bien sûr, c'est résistant mécaniquement, mais on ne peut pas empêcher qu'il y ait des petites fibres qui s'arrachent si vous vous frottez, si vous le laissez sur, vous avez un sol abrasif, par exemple. Donc, l'antipelucheux va être là si vous êtes en pharma, en agro, si vous faites par exemple de la réparation de pièces mécaniques et vous voulez mettre votre feuille d'absorbant pour protéger la servante, la paillasse. Du coup, vous allez pouvoir poser votre bougie ou que sais-je dessus et ça vous permet de ne pas récolter de fibres absorbantes.
Ma préconisation sera toujours de prendre, si vous avez besoin, enfin, si vous ne tolérez pas les pluches, de prendre de l'anti-pelucheux de chaque côté, parce que c'est pas quand il y a un déversement, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il faut que je protège le sol, est-ce qu'il faut que je protège ma pièce, qu'est-ce qu'il faut que je protège? C'est pas là où on réfléchit le plus quand il y a un accident. Donc, moi, ma politique, c'est si vous ne tolérez pas les fibres, vous prenez de l'anti-pelucheux de chaque côté, et au moins, vous n'avez pas de risque de contamination, que ce soit des échantillons, de vos pièces mécaniques ou toute autre chose. Donc là, c'est super important. Donc l'antipelucheux, il a le mérite également d'apporter une meilleure résistance mécanique puisqu'on va apporter deux couches complémentaires à votre feuille absorbante. Donc forcément, meilleure résistance mécanique, meilleure résistance à l'abrasion. Et ça limite environ de 20% la capacité d'absorption de la feuille puisque le polypropylène, comme je vous l'ai dit, hein, ça fonctionne par capillarité. Donc on réduit un tout petit peu les surfaces d'échange, donc on réduit un tout petit peu les performances. Après, on a l'antipelucheux. Donc c'est en fonction de ce dont on a besoin. Et ensuite, vous avez heavy ou light. Donc, en fonction du marché, vous avez aussi simple ou double épaisseur. Nous, on appelle ça heavy ou light. Groupe de Nios, on a un groupe international. Donc, voilà. Donc, vous avez donc le light ou simple épaisseur ou heavy ou double épaisseur. Donc, simple épaisseur, forcément, la capacité d'absorption elle va être moins importante qu'une double épaisseur. On considère que quand vous passez sur du heavy ou du double épaisseur, vous augmentez de 42% la capacité d'absorption par rapport à une feuille de même dimension. Pourquoi c'est pas le double, comme je vous ai dit, double épaisseur? Parce que je vous ai montré le petit schéma où le liquide il va entre les fibres et forcément il y a un phénomène de gêne hein, entre deux quand les espaces se gonflent. Donc forcément, si vous utilisez deux feuilles simples contre une feuille double épaisseur, deux feuilles light contre une heavy, vous aurez une meilleure capacité avec deux feuilles bien distinctes. C'est pour ça qu'on est à 42% et pas à 50%. Et sur les feuilles heavy, vous avez bien évidemment encore une meilleure résistance mécanique puisque vous avez plus d'épaisseur de matière, donc c'est plus compliqué à déchirer. Donc, les absorbants polypropylène, vous allez les trouver sous différents formats. Vous allez les avoir donc en feuilles, par exemple, pour des petits déversements localisés, pour une utilisation quotidienne. Vous savez que vous faites du soutirage, vous avez un petit goutte à goutte sous le robinet. Hop, on place une petite feuille de polypro. Ça reste propre. L'opérateur trempe pas sa manche dans de l'acide ou dans de l'huile ou dans un produit inflammable, hein. Donc, ça, c'est parfait. Ça peut aussi vous protéger le fond de vos bacs de rétention. Ça évite de nettoyer le bac entièrement, de le vider. Donc là, vous mettez des feuilles dans le fond, vous avez juste à changer vos feuilles. Ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est aussi une utilisation intéressante des feuilles de polypropylène. Vous avez les tapis absorbants. Alors, je sais que sur le marché, parfois, on appelle aussi les feuilles absorbantes tapis. Nous, il y a un réel distinguo parce que pour nous, un tapis absorbant, c'est fait pour marcher dessus. Une feuille absorbante, vous pouvez la mettre au sol, hein, mais par son poids, elle ne va pas rester vraiment strictement sur le sol et vous avez des risques de vous prendre les pieds dedans et de tomber. L'avantage du tapis, c'est que lui, il est fait pour être mis au sol. Vous avez des gammes avec ou sans couche PE en dessous. Donc la couche PE, elle a l'avantage de rendre complètement imperméable par rapport au sol et de vous protéger votre sol, en tout cas du déversement, et d'éviter aussi que le tapis glisse. Donc vous le mettez par exemple le long d'une ligne de production où vous avez des écouleurs de graisse, d'huile, ça évite que votre sol soit glissant. Et les tapis, pour nous, ça veut dire carrossable, donc passage d'engin chariot, Fenwick, transpalette manuelle, chaise de bureau s'il y a des gens qui travaillent dessus, hein. Donc c'est carrossable et prévu pour le passage de personnes. Il n'y a pas de durée de vie. C'est vraiment là, on va se référer à la capacité d'absorption, mais le tapis ne va pas s'user en tant que tel, en tant que tapis. Il va être à changer une fois qu'il sera complètement saturé de produits. Donc, ça va forcément préserver les sols des déversements et limiter les chutes. Comme je vous le disais tout à l'heure, on garde son sol sec et propre et on n'entraîne pas partout non plus dans la société. Donc, c'est également aussi un intérêt hein, parce que si vous avez un type de produit, vous allez dans le sas d'à côté où il y a un autre type de produit, vous mélangez tout ça, vous pouvez aussi faire des réactions, des dégagements de vapeur nocives, donc très important. Et vous avez la gamme d'extérieur qui vont également préserver le sol des déversements. Donc là, comme je vous ai dit, hein, le pollueur payeur. Donc là, c'est encore plus vrai pour l'extérieur par rapport à ça. C'est également carrossable. En extérieur, ils sont traités anti-UV, forcément. Et c'est donc prévu aussi pour le passage d'engins. Et c'est idéal dans le cadre de maintenance d'engins de chantier, hein. Quand vous voyez des grosses machines sur le bord de l'autoroute, ils les emmènent pas au garage hein, pour faire la vidange. Tout se fait sur place. Donc ça vous permet de faire ces maintenances en toute sécurité, donc par rapport à la préservation des sols d'une pollution, mais aussi des personnes hein, qui pourraient encore une fois glisser ou se blesser.
Les boudins. Donc les boudins, comment c'est fabriqué? Bah, je vous ai montré tout à l'heure les petites feuilles qui sont coupées toutes propres en 40-50, 37-37. Donc en fait, quand ils fabriquent ces feuilles et qu'ils coupent les formats, ils récupèrent toute la gâche, donc tout ce qui est autour et qui était pas net, pas coupé tout net. Ça va être bourré donc dans les boudins ou dans les coussins qu'on verra après. Donc les boudins, encore une fois, c'est 100% polypro. Et donc, du coup, c'est aussi inerte chimiquement. L'avantage de chez Denios, c'est qu'ils sont entièrement cousus. Vous voyez sur le boudin de droite, ça veut dire pas de pièces métalliques. Ça veut dire qu'on peut aller en zone ATEX. Et ça veut dire aussi que si vous l'utilisez avec un produit corrosif, il n'y aura pas de dégagement d'hydrogène quand le produit va essayer de corroder la petite attache métallique du boudin. Donc ça, pour nous, c'est hyper important. Tout est cousu. Ça permet donc de circonscrire une fuite, parce qu'on va vous dire le jour où vous avez une fuite au sol, la première des choses, c'est de mettre des boudins, on délimite et on évite que la pollution s'étende. C'est la première des choses. Après avoir mis les EPI, évidemment. Mais en termes de produits absorbants, la première des choses qu'on va mettre, ce sont les boudins. Ça peut vous permettre également de créer une barrière sous une machine qui fuirait. Quand vous avez des grosses presses à huile qui sont splittées au sol, qui font plus de 2 tonnes, vous n'allez pas vous amuser à la déplacer tous les jours pour nettoyer en dessous. Et ben, vous mettez un boudin absorbant, comme ça, votre sol en dessous de votre presse va rester propre. Excusez-moi, pardon. Et donc, comme je vous le disais, nos boudins sont entièrement cousus, donc sans éléments métalliques, compatibles Zonatex, et surtout pas de dégagement d'hydrogène en cas de corrosion. Alors, c'est assez enfin, assez, pardon, caricatural, mais voilà ce qu'on pouvait voir avant, hein. On balançait de la sciure de bois dans les machines. Voilà ce que ça donnait. Voilà ce que ça donne maintenant avec des boudins. Donc, forcément, hein, le sol beaucoup plus propre, l'opérateur beaucoup plus confortable et la machine beaucoup plus propre. Et vous voyez, même avec les granulés, comme on absorbe, je vous ai dit, c'est en heure, la pollution peut glisser sur les granulés et arriver tout de même à côté au sol. On en arrive aux barrages. Donc les barrages, forcément, hein, que pour les blancs, puisque du coup, il faut que ça flotte sur l'eau, il faut que ça dépollue. Ça va vous permettre de créer des barrières sur des flancs, pardon, bras de rivière, des ruisseaux, cours d'eau, fleuves. Il existe aussi des solutions permanentes qui ne sont pas du coup de l'absorbant, mais ça peut permettre de soit faire un petit peu de prévention. On sait qu'on a un accident, par exemple, de la route à proximité. C'est souvent les pompiers qui sont équipés de ça. La voiture est juste à côté de l'eau, ça commence à fuir, hop, il déploie un barrage et comme ça, on est sûr qu'on va avoir récupéré la pollution si ça fuit. Et ça peut être utilisé en curatif, hein. On voit qu'il y a une nappe, eh bien, on va apporter le boudin et au moins on va sécuriser la zone, c'est-à-dire que ça va non seulement contenir, mais en plus ça va absorber et ça va contribuer à la dépollution. Les coussins, même process de fabrication, je vous ai dit, la gâche des feuilles et des rouleaux, on récupère, on bourre ça là-dedans, on coud le tour. Donc là, l'idéal, c'est de l'utiliser dans des endroits exigus ou pas faciles d'accès, hein. Je reprends par exemple mon rayonnage dans mon labo qui est aussi scellé au sol, forcément. J'ai un flacon qui casse, j'en ai plein dessous. Bah, avant d'être à quatre pattes dans la pollution, hop, je mets des barrages, des boudins, pardon, des coussins en dessous. Je laisse faire, puisque c'est par capillarité, j'ai pas d'action mécanique à faire et j'enlève mon coussin, j'en remets un si besoin. Ça a une grande capacité d'absorption sur une petite surface, puisque si vous imaginez un coussin qui fait 46 par 46, c'est nos têtes d'oreiller, hein, on va absorber 7 litres. Donc ça absorbe vraiment beaucoup sur une surface assez limitée. Et donc, c'est aussi idéal si vous avez un IBC qui commence à fuir au niveau de la vanne, un fût au niveau de la bonde. Ça vous permet de réagir en fait et de mettre un plan d'action en œuvre, d'appeler quelqu'un, de trouver un pansement à fût, de pencher votre IBC. Donc voilà, c'est vraiment une solution intéressante et aussi que vous retrouverez dans les kits de grande capacité parce que comme je vous le disais, en fait, sur la même surface qu'une feuille de 40 par 50, vous absorbez 7 litres contre à peu près un litre pour une feuille. Donc forcément, ça vous évite de la manutention de feuilles vraiment importante. Si ça fuit beaucoup, autant utiliser des coussins. Et ensuite, vous avez les kits. Donc les kits, c'est une combinaison de tout ce qu'on vient de voir. Donc on va pouvoir prendre en charge des fuites d'environ 10 litres jusqu'à environ 700 litres. Évidemment, les formats des kits sont différents, hein. Vous avez des petites sacoches pour les kits 10 litres et vous avez des coffres ou des armoires mobiles pour les kits qui vont jusqu'à 700 litres. Les granulés absorbants, on va les préconiser plutôt en extérieur. Pourquoi? Parce que je vous ai vanté tous les mérites du Polypro, et c'est vrai, mais c'est vrai que si vous êtes en extérieur, vous êtes tout seul, il y a énormément de vent,
Le mérite des granulés, c'est au moins de figer la pollution au sol. Vous allez poser le granulé sur votre pollution. Ça ne veut pas dire qu'on a récupéré. Ça ne veut pas dire on en a fini avec la fuite. Ça veut juste dire qu'au moins, on s'assure qu'elle reste ici. Les pompiers, par exemple, c'est ce qu'ils mettent sur les routes, hein. Vous voyez, quand il y a eu un accident, alors malheureusement, c'est pas ramassé après, mais ils vont mettre de la terre de diatomée. Comme ça évite que on glisse dans les liquides de refroidissement, dans l'huile. En extérieur, c'est bien. Ça permet au moins, ou alors de faire un barrage, en fait, hein, comme une petite montagne de sable hein, tout autour de la pollution pour avoir le temps de réagir. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi ce qu'on peut utiliser sur le réseau routier français, parce que sur le réseau routier français, on va demander une norme qui est la NFP 98-190 et qui est une norme de granulométrie. Forcément, on n'y répondra jamais avec le polypropylène. Donc ça, c'est aussi pourquoi on l'utilise en extérieur. Et c'est aussi à utiliser quand vous avez des liquides qui sont trop visqueux ou trop denses. Le polypropylène, comme il vient aspirer le liquide par capillarité, si vous posez ça sur une paraffine, par exemple, vous allez récupérer une pâte toute sèche et puis l'absorbant, il aura absorbé que la partie humidité, en fait. Donc, si vous avez quelque chose, par exemple, dans la pharmacie, des sirops qui sont un peu épais, dans la peinture qui est pas une peinture à l'eau, qui est plutôt à base de glycérine ou ce genre de choses, malheureusement, le polypro, là, on va être limité. Donc, en général, quand vous m'appelez, moi, ce que je fais, c'est qu'on vous envoie quelques feuilles, vous testez. Si ça passe pas avec le Polypro, on se rabat sur les granulés. En intérieur, pour moi, c'est la seule application logique. C'est vraiment quand vous avez un liquide qui ne peut pas être absorbé pour cause de densité avec les absorbants Polypro. Donc évidemment, on a du contrôle qualité. Donc sur les granulés de polypropylène, on va vérifier leur densité, est-ce que le polypropylène est de bonne qualité, la taille. Après la prod, on va vérifier l'épaisseur de l'absorbant, sa masse. Avant utilisation, sa masse après. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va calculer le pouvoir absorbant. Il faut savoir qu'il n'y a aucune législation ou règle en vigueur qui définit les tests à réaliser. On utilise une norme anglaise, quand vous allez vouloir comparer entre ceux de chez Denios, ceux d'autres confrères sur le marché, on ne sait jamais réellement par quel biais ils ont été testés, ce qui peut amener forcément parfois des différences de capacité affichées, puisqu'en fait, chacun fait comme il veut pour tester. Donc nous, si vous nous demandez, on peut vous fournir la norme. Hein. Je suis une norme anglaise qui a été choisie, qui nous semblait être quelque chose de bien sur lequel se baser. Mais voilà, il y a pas une règle pour tester. Donc forcément, ça peut induire certains décalages. Maintenant, on va faire un petit peu l'exercice de savoir comment est-ce qu'on définit une solution absorbante. Quelles sont les questions à se poser quand vous voulez commencer à mettre en œuvre ce genre de produit sur site. Donc, excusez-moi, décidément. Ah là là. Donc, il faut déjà savoir pour quelle utilisation on est. Est-ce que c'est curatif, donc en production, ou est-ce que c'est préventif, stockage passif? Donc, déjà, première des choses. Si on part dans une action curative, je suis en production, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, j'ai une vieille presse qui suit l'huile tous les jours, c'est du goutte à goutte. J'ai un laborantin qui tous les jours va transvaser 10 litres d'éthanol dans des flacons pulvérisateurs. Je sais que j'ai un risque, je sais où il est, mais en général, c'est des petites écoulures, c'est jamais 300 litres tous les jours. Sinon, normalement, vous avez mis en place quelque chose pour lutter contre ce phénomène. Donc, je vais me poser la question de la nature du produit. Je vous dis, est-ce que c'est de l'éthanol? Est-ce que c'est de l'huile? Est-ce que c'est de la soude? Est-ce que c'est mes bains de Galva? Est-ce que voilà. Donc ça, déjà, je prends note de quel est le type du produit. Je vais me poser la question de savoir si mon risque il est en intérieur ou en extérieur. Est-ce que c'est à la station de distribution en extérieur de fuel ou est-ce que, je vous ai dit, c'est dans le laboratoire, par exemple. Le volume du déversement. Donc, est-ce que c'est 3 gouttes? Est-ce que c'est 1 litre? Est-ce que c'est 10 litres? Est-ce que je peux ou non accepter le dépôt de fibres toléré? C'est sur le sol, c'est un vieux sol de prod, on s'en fiche, on veut juste pas glisser, très bien, on va prendre de l'économie, pas d'antipelucheux et ça ira très bien. Je suis en pharma, je suis à côté de mes échantillons, je peux pas tolérer la moindre fibre. Donc là, on est encore sur un autre produit du coup. Et est-ce que j'ai du passage de machine ou de personne? Donc, est-ce que je veux juste mettre une bande de rouleau absorbant sous ma vieille presse parce que personne va marcher dessus, je peux prendre un rouleau, c'est moins cher? Ou est-ce que j'ai l'opérateur qui marche dessus parce qu'il vient faire la maintenance, parce qu'il vient mettre en rouge la machine, il ne faut pas qu'il se prenne les pieds dedans et tomber. Donc là, on va partir soit tapis, soit rouleau. Donc déjà, on se pose ces petites questions-là. Si je suis en préventif, c'est toujours pareil quand même, hein, la nature du produit. Est-ce que c'est une huile? Est-ce que c'est une graisse? Est-ce que c'est un acide?
Est-ce que toujours je suis en intérieur ou en extérieur? Est-ce que c'est un camion qui vient faire du dépotage une fois par mois sur mon quai? Ou est-ce que c'est en intérieur, je viens faire remplir une citerne enterrée dans mon sous-sol, par exemple? Le type de contenant, est-ce que c'est des fûts, des IBC, des bidons de 5 litres? Si vous avez que des bidons de 5 litres, on fait rarement tomber toute une palette entière et on casse 500 flacons. Par contre, si vous n'avez que des IBC, bah, le moindre coup de fourche, vous allez vous retrouver avec 100 litres de pollution systématiquement. Et combien j'en ai? Si vous avez un seul IBC, bon, bah, si vous l'éventrez, il y a peu de chances que le lendemain, il vous arrive la même chose. Si vous avez 800 IBC sur site, vous pouvez pas vous dire, je peux faire face qu'à une pollution. Si vous avez utilisé tout votre stock, on est super actif, on a la sonde, on a un entrepôt, on vous lisse sous 2, 3 jours. Mais voilà, il faut au moins faire stock tampon. Donc, toutes ces questions, elles sont super importantes parce que quand vous nous appelez, ça va nous aider à déterminer avec vous le bon ratio, en fait, pour pas que vous stockiez 500 kilos d'absorbant pour rien, mais pour pas non plus que vous soyez en juste limite basse ou bah, si vous avez 2 accidents de suite, parce que malheureusement, on connaît tous la loi de Murphy, la loi des séries, il se passe rien pendant 10 ans et puis 2 jours de suite, vous allez avoir un IBC qui tombe. Donc voilà, ça permet en fait de mettre la jauge sur la bonne quantité d'absorbant. Et pour le préventif, on va aussi se poser la question du risque fixe ou du risque diffus. Je m'explique. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, un atelier de prod, je fais par exemple une ligne, je fais du fait braise ou des huiles essentielles. À côté, je vais faire un parfum. Et puis j'ai ma maintenance bah, qui, elle, a des outils avec de l'huile, par exemple. Donc ça peut arriver n'importe où. Ou alors j'ai ma cuve à fuel que je fais remplir une fois par mois. Voilà, là je sais où ça peut fuir. Je peux mettre une caisse d'absorbant à côté de ma cuve à fuel et on est très bien. Si ça peut se passer n'importe où sur mon site, peut-être je suis mieux d'avoir des kits mobiles où je les identifie bien, je les mets au quatre coins de l'atelier en fonction de la taille de mon atelier, et s'il y a un problème, on sait où aller chercher les absorbants. Ça m'évite d'avoir une caisse d'absorbants sur chaque ligne de production. Et en plus, au risque que les gens se servent au fur et à mesure, parce que si c'est là et c'est sous la main, c'est quand même plus facile, donc on ne va pas aller rechercher un truc trop loin. Et vous arrivez le jour où il y a une pollution, il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est des questions à se poser, en fait, dès lors où on essaie d'enclencher un process d'équipement d'absorbants. Donc, quelles sont les préconisations produits au regard de ce que je vous ai dit? Bah, quand on est en curatif en production, on a le choix entre les rouleaux et les feuilles. Donc, les rouleaux, c'est pratique. Il faut avoir un dévidoir parce que forcément, sinon, le rouleau s'abîme. Il y a plus que de risque de gâchis parce on a tendance, on est tous pareils, à prendre 5, 6 feuilles en se disant, allez hop, comme ça, au moins, je reviens pas. Les feuilles, on a tendance du coup à utiliser la feuille, on laisse absorber, on l'enlève, on regarde si on en a encore besoin. Donc, il y a du plus et il y a du moins dans tous les cas. Et le petit carton sur la droite, donc où vous voyez l'absorbant jaune qui en sort, en fait, ça c'est un varioforme chez nous. C'est un absorbant, un rouleau d'absorbant qui fait 48 cm de large, mais qui est découpé en 4 et ça vous permet de faire des petites languettes de 12 cm par 43. Ça vous permet de faire un petit peu des chiffons si vous n'êtes pas en contrat méois ou ce genre de choses. Ça vous permet de ne pas gaspiller d'absorbant et si vous avez juste une petite pièce mécanique à essuyer, par exemple, ça peut s'y substituer. Et en préventif, donc plutôt les kits absorbants, hein, du coup, donc qui vont être soit des kits stationnaires, soit des kits mobiles, mais qui vont vous permettre de vous rendre sur le lieu du coup de la fuite ou de laisser un kit à disposition dans le cadre d'une fuite qui serait toujours au même endroit. Donc se pose souvent aussi la question de l'élimination des déchets, évidemment. On a fait face à la fuite, on a mis tous nos absorbants dans les petits sacs poubelles. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, les absorbants, tels quels, je vous ai dit, aucun danger. C'est du polypro, c'est une feuille de papier, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, dès lors où il a absorbé quelque chose, eh bien, il prend le même caractère de risque et de danger. Si mon absorbant gris, il a absorbé de l'acide chlorhydrique, eh ben, ça devient un acide. S'il a absorbé de la javel, ça devient une base. S'il a absorbé un solvant, il devient un produit inflammable. Donc, il est extrêmement important de respecter les compatibilités de produits. Moi, je suis allée sur un site où il y avait eu un incendie dans la benne à déchets, puisqu'elle était en plein soleil, en plein été, et qu'ils avaient mis des absorbants contenant de l'acide et d'autres des bases dans un même sac poubelle. Ça a mis le feu à la benne. Donc, ça serait quand même dommage d'avoir évité la pollution des sols, mais de mettre le feu au site. Donc, s'il vous plaît, vous respectez bien, vous regardez les fiches de données de sécurité à la rubrique 7, vous voyez avec quel ou quel autre produit ça peut être mis ensemble. Vous vérifiez l'étiquetage des produits éventuellement pour les pictogrammes des dangers. On trie et ensuite, c'est votre prestataire qui récupère déjà les DDI, alors les déchets dangereux industriels. Si vous avez de l'acide, normalement, vous avez quelqu'un qui est capable de vous reprendre vos acides. Eh bien, les absorbants, ça va avec dans des sacs poubelles.
On trie bien en fonction des classes de risque et c'est retraité comme un déchet dangereux industriel. Qu'est-ce qu'on vous propose chez Denios par rapport à tout ça? Donc, comme je vous disais, pour les absorbants, du coup, bah, il y a moi, hein, je suis la référente nationale technique et commerciale. Vous pouvez me joindre par mail, par téléphone. J'ai un relais de terrain avec mes collègues itinérants qui sont plutôt sur la partie conteneur, mais bien évidemment formés sur tous les produits catalogue et qui peuvent donc se rendre sur site pour vous aider dans vos choix. Vous avez sur notre site web, à la rubrique Notre expertise, tout un tas de guides de choix, documentation technique, c'est interactif. Vous avez un clic, j'ai tel produit, je veux telle quantité, ça va vous faire des sélections de produits. Vous avez aussi le configurateur sur le site web qui est là pour vous aider. Mais vous avez aussi toute mon équipe, donc vous avez 7 technico-commerciaux et on insiste sur le fait que ce soit des technico-commerciaux, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la référence pour un devis. Nous, on veut simplement que vous connaissiez vos risques. Vous avez des acides, vous avez les questions que je vous ai posées. C'est quoi comme produit? Puisque nous, on n'est pas chez vous, on ne peut pas le savoir, hein. Combien de contenants, la taille des contenants. Et avec ça, c'est nous qui vous proposons la bonne solution produit. Et on vous propose également donc d'avoir plus de 300 références ici en Normandie, hein. Donc nous, on est à Nassandre, hein, c'est sur l'axe Lisieux-Honfleur, hein, globalement. Et donc, on peut vous livrer dans toute la France. Donc, bah, en fonction, si vous êtes tout à côté, ça peut être le lendemain. Mais en général, c'est 72 heures si vous êtes à l'autre bout de la France. On a toujours des produits en stock. Ça vous permet, en cas de pollution, on peut même faire des express, hein, ça c'est fait aussi. Si vous avez une pollution importante sur site, on sera toujours là pour pouvoir y répondre. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous d'avoir vraiment les absorbants nécessaires pour pouvoir vous aider à faire face à une pollution en extrême urgence. Et on a également en complément les Denios Academy. Donc c'est mon collègue Monsieur Sonali qui d'habitude vous fait cette présentation, mais qui là est en Denios Academy. On peut malheureusement pas encore se dédoubler. Et donc du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir sur site. Donc il a différents thèmes. Là, si on parle des absorbants, par exemple, il va expliquer aux clients, aux gens qui assistent, pardon, ce qui est un déversement accidentel, les risques que je vous ai présentés, le pollueur-payeur, comment on y fait face. Et il y a des mises en situation. Il va créer un déversement, il va montrer aux gens comment est-ce qu'on met les EPI, et il va surtout leur faire comprendre la capacité d'absorption. Tout à l'heure, je vous ai dit 12 à 25 fois à leur masse. Ça nous glisse un peu tous au-dessus. Nous, on a tous le sopalin dans la tête où je renverse mon verre de jus de fruits, j'utilise le rouleau globalement. Là, c'est pas le cas. Une feuille, je vous ai dit, c'est quasiment 1 litre. Donc, c'est énorme. Une feuille, c'est une bouteille d'1 litre. Donc, lui, il va faire en sorte que les différentes personnes y assistent. L'avantage chez nous, c'est que c'est pas une formation, vous payez pas un prix par participant. On fait des sessions. On essaye d'être 15 à 20 personnes parce que, comme je vous l'ai dit, du coup, c'est interactif, les gens participent. Donc, si vous avez un gymnase entier et que lui, il est tout seul à 100 mètres en train de montrer les choses, ça n'a aucun intérêt dans le cadre de nos formations. Du coup, on préfère donc des petits groupes, donc soit la demi-journée, soit la journée, ou comme là au mois de juin, c'est les journées sécurité pour tout le monde. Il peut faire des sessions de 45 minutes afin de former l'ensemble des personnes qui travaillent sur vos sites. Il peut former aussi bien des utilisateurs sur chaîne que des responsables QSE. Il est capable d'adapter sa formation et son discours. C'est-à-dire, si vous me dites j'ai 300 opérateurs, je ne peux pas former les 300. Non, mais vous avez peut-être 2, 3 QSE qui peuvent, eux, être formés et refaire cette formation aux opérateurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a d'autres thèmes, hein. On a le stockage sécurisé des batteries lithium-ion pour lequel on organise aussi des webinaires. C'est problématique, hein, la problématique de notre temps. On voit tous les bus en feu, les téléphones portables, les trottinettes. Donc, on a aussi soit une Denios Academy, soit des webinaires là-dessus. La manipulation des gaz en toute sécurité, identifier les gaz neutres, les gaz l'oxygène, savoir séparer quels sont les risques. Les produits chimiques et leur compatibilité, parce que là, je vous ai brièvement parlé de la FDS, mais ça ne parle pas à tout le monde. La rubrique 7, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux mettre une acide? Est-ce que je peux mettre une base? Est-ce que je peux mettre sur le même bac ou non? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fastidieux à comprendre et à expliquer. Donc là, c'est pareil, avec des expériences ludiques, hein, et interactives, ça fonctionne vraiment très bien. Et ensuite, des expériences sur les risques industriels, donc de façon un peu plus large. Il va vous faire une petite explosion de poudre, ressentir le souffle d'une déflagration. Il y a vraiment tout un tas de petites manipulations vraiment très simples, mais qui permettent vraiment aux opérateurs de se dire, waouh, voilà, la prochaine fois, je vais peut-être pas faire ça comme ça, parce que une fois qu'on a vu de notre propres yeux et qu'on a ressenti une déflagration, on a beaucoup moins envie de se dire qu'on prend des risques. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, c'est le petit récap. Donc c'est pareil, hein, Monsieur Sonali, vous avez ces coordonnées-là, hein. N'hésitez pas, il est basé à Villefranche-sur-Saône, mais il se déplace sur toute la France. Donc à le faire venir sur site ou le contacter pour qu'il vous donne un petit peu plus d'informations par rapport à son activité.
Je vais vous remercier, puis on va passer aux questions-réponses. Du coup, alors je vais voir ce que ma collègue a déjà dû peut-être y répondre. Bon, alors, on me demande si on peut s'inscrire au webinaire sur le stockage des batteries lithium-ion. Donc, bien sûr, en fait, sur notre site web, vous avez la rubrique Denios Academy et à l'intérieur des Denios Academy, vous avez la partie webinaire où on peut s'inscrire. Mais si vous êtes déjà un contact dans notre base de données, vous allez recevoir de toute façon les invitations. On invite systématiquement les gens qui sont dans notre base de données, sauf si ce sont des inscrits, évidemment, des listes de diffusion. Et on fait aussi des communications. Donc sur le site, en page d'accueil, dès lors on s'approche des dates de webinaire, vous l'avez également. Donc ça, vous pouvez vous y inscrire. Vous avez les dates et vous avez surtout là, si vous avez loupé le précédent parce que c'était il n'y a pas très longtemps, vous avez le lien pour revisionner le webinaire. Donc ça, c'est important aussi si vous souhaitez le revoir dès maintenant. Vous allez sur Denios Academy, les webinaires et vous pouvez reconsulter du coup la partie le webinaire de la dernière fois, pardon. Donc c'était la seule question. Donc, je vous invite du coup à les poser si ah voilà, vous avez trouvé formidable. Euh, Dans tous les cas, donc ce que je disais, hein, moi j'ai tous mes technico-commerciaux, donc vous avez le numéro de téléphone là. Si vous êtes client grand compte, il n'y a pas de souci, on a une cellule grand compte aussi, vous avez deux sédentaires et deux itinérants. Donc vous nous contactez, on sera forcément là pour vous épauler, pour vous aider dans la définition de vos besoins. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous par mail, par téléphone, on se fera un grand plaisir de vous répondre. Si j'ai pas d'autres questions, du coup, je vous remercie de votre attention. Je remercie Pauline Grémont, du coup, qui a fait le chat en parallèle. Et bah, du coup, je reste disponible hein, pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée.